Donc, bonjour tout le monde. C'est parti pour un nouveau live. Premier live développement pour 2021 et même premier live de 2021. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser au projet de développement et comment on le formalise correctement, avec toujours mes deux acolytes, Tarek Francis et Yannick Ferré, pour vous aider et vous accompagner dans ce sujet. On a fait, à la différence des autres lives, pas de pré-sondage pour que ça soit, au vu du dernier live, quelque chose de très interactif, dans le sens où c'est qu'on va vous donner des sondages interactifs à l'intérieur du Zoom là, actuel. Vous aurez des pop-up qui vont apparaître, il faudra répondre en live. Et ensuite, on donnera la parole aux personnes dans l'audience pour partager sur ces sujets, voire même de poser des questions à Tarek ou à Yannick pour approfondir des questions que vous pouvez avoir. Et on est là pour ça, pour répondre à vos questions et vous aider dans ces projets-là. Ça ne sert à rien de faire du descendant. On n'aime pas du tout le descendant tous les trois. Vraiment, on veut répondre aux problématiques, aux problèmes ou en tout cas les questions que les personnes ont pour les aider à mettre en place rapidement les choses. Donc, euh, Yannick, je te laisse. Tu as le micro fermé, Yannick, toi. Ah, c'est bon. Ça y est. Ouais. Écoute, on va pas perdre de temps. Peut-être attaquer directement avec notre premier sondage. Hein. C'est D'accord. ce qui va introduire les échanges. Donc, vas-y, Yannick. Alors, avez-vous dans votre club un projet de développement formalisé? La question est simple. Après, on parlera en détail de qu'est-ce qu'on y met derrière ce terme de projet de développement. Mais est-ce que dans votre club, peut-être vous n'êtes pas au courant, hein, mais est-ce qu'à votre connaissance, il existe un projet de développement qui est formalisé par écrit et partagé dont vous avez connaissance? Oui, partiellement, non. Non. Ouais, c'est à peu près à chaque fois 1 minute pour les votes. Là, je suis à 11 votes sur 19. Donc, ceux qui sont sur les téléphones, il me semble que vous pouvez quand même voter. Ok, 14 sur 19. 5 secondes. Ok. Alors, je partage. Oui, partiellement, non. Donc, ouais, 2 oui. Beaucoup de Ah oui. partiels. Il n'y a que 2 oui, 6 partiellement et 7 non. Ok. Eh ben, pour introduire, ça serait peut-être bien que on commence par les deux oui, Ouais. qui nous partagent un petit peu leur projet. Il y a un oui, il y a un oui, je sais qui c'est. Mais le deuxième oui, j'aimerais bien savoir qui c'est. Alors, qui a répondu oui? Qui a répondu? Moi, j'ai répondu oui. Ok. J'ai répondu oui, sachant que, en fait, comme je suis tuteur d'un jeune qui passe le DE, Mhm. euh, justement, il a travaillé par rapport à ça. Et donc, oui, il y a un projet de développement, etc., qui est, on va dire, en cours d'amélioration. Et voilà. Voilà. C'est là le moment où c'est que Yannick, tu rentres un peu plus dans le détail de la définition de la question pour que les gens puissent comprendre si, oui ou non, ils sont réellement dans un projet de développement Oui, formalisé. voilà. Moi, Alors, j'ai préféré mettre oui. ok, ouais, parce qu'il y avait pas mal de partiellement quand même. Ouais. Alors, le projet de développement formalisé, effectivement, pour ceux qui ont passé le DE, enfin le DE plutôt récemment, c'est grosso modo ce qu'on demande, voire même le DES, c'est ce qu'on demande dans l'UC1, UC2, à savoir en fait réaliser un diagnostic précis du club, à la fois interne et externe, donc c'est ce qu'on appelle l'UC1, et derrière mettre en place des objectifs et un plan d'action pour atteindre donc ces objectifs. Mais donc au-delà de ce qu'on fait passer au diplôme, le projet associatif, généralement, on en entend parler lorsque on fait des demandes de subventions. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, enfin en tout cas je parle pour la France, à l'époque, notamment la demande de subvention CNDS, qui est maintenant l'ANS,
on demande à chaque fois, on vous demande un projet formalisé par écrit, un projet de développement, un projet associatif. Alors là aussi, il faut préciser que projet associatif, projet de club, projet de développement, tout ça, on va dire que c'est la même chose, hein. C'est des termes différents, mais pour dire en fait la même chose. Et donc, bien souvent, les clubs sont confrontés à cette entre guillemets, obligation de formaliser leur projet pour obtenir certaines subventions. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, et notamment à Thierry là, qui vient de nous dire qu'il était en plein dedans avec son stagiaire, c'est est-ce que ça vous semble pertinent de rédiger, de formaliser ce projet? Est-ce que toi, quand vous avez des stagiaires comme ça qui arrivent avec leur UC1, UC2, est-ce que vous y mettez du sens derrière? Est-ce que ça vous aide ou pas? Ou est-ce que c'est une perte de temps? Moi, je trouve que c'est une nécessité pour le club. Après, moi, je ne fais pas partie du bureau, j'ai rien à voir avec tout ça, rien du tout, du tout, du tout, hein. Mais je trouve que pour le club, c'est une nécessité. Après, je trouve aussi que ce n'est pas forcément simple pour le club parce que les gens ont besoin de se réunir certainement un peu plus souvent, mettre en forme un projet. Moi, j'ai fait ça il y a une quinzaine d'années dans un autre club. Ça prend du temps. Donc, bon, ça peut être, comment dirais-je, compliqué certainement pour pas mal de clubs, je l'avoue. Voilà. Là, le club où je suis, les gens qui dirigent sont très jeunes par rapport à ce qui est assez étonnant. Non, mais souvent, ce sont des personnes qui sont ou retraitées ou qui ont du temps libre, etc. Et là, ce sont des gens qui sont vraiment très jeunes et je trouve ça bon, et très, très bien de leur part, mais ça prend du temps. Donc, il y a des moments à finaliser, c'est un peu plus long. Bon, là, vu qu'il y a une préparation à un DE, ben, forcément, ça fait avancer les choses. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que c'est nécessaire, mais peut-être c'est long et compliqué. Après, je n'ai pas de compétences autres que ça en la matière. Peut-être qu'il faudrait redéfinir ou que ce soit plus simple pour la mise en place. Voilà, je le vois comme ça, mais comme c'est vraiment la première fois là, que j'ai affaire à ça, enfin en tout cas par rapport au UC1, UC2, je ne peux pas en dire plus. C'est ce que j'ai ressenti jusqu'à présent. Voilà. Ok, merci. Parfait. Des personnes qui ont dit non, ce qui serait bien, c'est peut-être de savoir pourquoi. Parce qu'il y avait beaucoup de non. Ouais. Et quand on attaque sur les questions et on demande le détail. Qui a répondu non? Qui dans l'audience a répondu non? Ouvrez le micro et allez-y. La moitié. Ouais, la moitié, ouais, à peu près. Bonjour. Clément, salut. Bonjour à tous. Le mec vient de finir son DES. J'espère que tu ne vas pas me dire que tu as fait non. Ben, si, ouais, non, j'ai répondu non. J'ai répondu non. Et pour rebondir à ce qu'a dit Yannick, effectivement, il y a eu un projet une demande de subvention auprès de la Fédé, puisqu'on a refait nos 4 green sets il y a un an. Donc forcément, il y a eu un projet de défini, mais j'en ai pas vu la couleur. Et moi, donc oui, par rapport à ce qu'a dit Anthony, dans le cadre de mon DES, je n'ai pas forcément… je ne sais pas si j'étais faux, mais je n'ai pas forcément défini de projet associatif, mais plus le projet que j'ai mis en place, moi, sur le terrain, quoi, voilà. Donc, non, il n'y a pas de projet de développement clairement défini dans mon club. J'aurais pu dire partiellement, ouais, effectivement, mais pour moi, ce n'est pas clair dans ma tête, donc j'ai dit non. Ok. J'ai vu le micro ouvert de Patrick. Oui, en fait, dans le club, il n'y avait pas de projet associatif. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais aussi bien pour essayer de fédérer l'équipe enseignante vers une direction quelque part, même y compris pour savoir quelle priorité on accorde. Nous, on a 13 cours, donc 13 cours qui datent d'il y a 40 ans, et donc des priorités de développement sur quel type de terrain, sur d'autres choses. C'est un ensemble. Et puis, avec le Covid et un futur relativement incertain, je pense qu'il faut trouver des solutions pour pérenniser les adhérents qu'on a, pour souder l'équipe enseignante. Et puis, c'est vis-à-vis de la mairie, vis-à-vis de tout un tas de choses, ça me paraît… Naviguer à vue, c'est plus possible, quoi. Voilà. On est d'accord. Bon, tu as la main levée. Ouais. Oui, donc moi, j'ai répondu oui. Bon.
Voilà. Donc, nous, c'est complètement formalisé. C'est un projet de développement sur 4 ans. Donc, tous les 4 ans, on refait un projet de développement. Le but, c'est que d'avoir une trame, en fait, à suivre et d'y mettre les actions qui vont permettre de, justement, réussir les objectifs qu'on a fixés sur 4 ans. Donc là, on va être sur la période, on est en train de finir de rédiger le 2020-2024. Voilà, tout est rédigé. Les adhérents savent et participent aussi pleinement à ça. Et puis nous, ça nous aide aussi pour la mairie. Parce que nous, on est quand même un club qui est très complexe. Enfin, c'est assez complexe puisque les terrains appartiennent à l'armée. Parce que Montmelon, c'est une base militaire. Donc, appartiennent à l'armée. Et on ne peut pas tout faire. Donc, il faut avoir la demande de l'armée, ensuite l'autorisation de l'armée, ensuite l'autorisation de la mairie. Et donc, nous, tout est rédigé, tout est acté. Et après, derrière, on découpe le projet sportif, quoi. Ok. Moi, je suis convaincu que justement, et ça aide tout le monde. Comme quand, là, je parle enseignement et terrain. Quand on a un projet avec un joueur, qu'est-ce qu'on fait? On fait des analyses, on fait des objectifs. Et ces objectifs-là, ça découle des programmations, etc. Et ça aide énormément. Et pourquoi on ne le ferait pas dans le développement? Pour les clubs qui ne le font pas, je me demande. Bon. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est voilà, UC1, UC2, le faire pour son club. C'est-à-dire analyser le club, mais profond, avoir tous les chiffres, une analyse complète, ensuite partir sur des objectifs, enfin peut-être un objectif donc à court, à moyen et à long terme, et derrière tout en découle, quoi. C'est-à-dire que les animations, c'est pas faire une animation galette des rois parce qu'on l'a fait depuis 5 ans, c'est vraiment trouver une animation qui est en rapport avec l'objectif de développement, etc., enfin le projet de développement, et puis etc. quoi. Ouais. Je vais donner la parole à notre CED présent, parce que je pense, si tu le veux bien Laurent, je pense que tu peux nous faire des retours par rapport au club que tu accompagnes. Est-ce que dans les clubs, justement, on a des projets qui sont bien formalisés? Alors, en fait, moi, ça fait, pour tout te dire, 4 mois que je suis arrivé sur ce poste en Bretagne. Ok, j'espère que tu as été efficace. Et j'ai dû faire une trentaine de visites. Tu m'entends? Ouais. Ouais. J'ai dû faire une trentaine de visites en présentiel avec des dirigeants, des enseignants. Et tous les clubs n'ont pas forcément la chance ou d'avoir un DE qui va partir là-dessus, sur la rédaction d'un UC1, UC2, ou de dirigeants qui ont la même démarche. Alors, ce qui en ressort plutôt, ce serait des actions mises en place en fonction des sensibilités des uns et des autres, plutôt que issues d'un résultat d'une analyse de club. Ouais, je vois. Et des réels besoins. Donc, du coup, à force de voir tout ça, l'idée serait quand même de sortir un document plutôt simplifié d'un UC1, UC2 pour des dirigeants déjà. Pour qu'ils arrivent à extraire des données sur ad hoc, sortir des statistiques, voir un petit peu les manques, voir les publics prioritairement à viser, et puis essayer de partir plutôt sur des actions, comme disait Romain, des actions bien mieux ciblées que nous en Bretagne, par exemple, on a un catalogue d'aide sur des actions qui sont déterminées. On a l'impression quand même que les clubs vont plutôt aller feuilleter ce catalogue pour se situer sur une action ou une autre, plutôt que de savoir si vraiment cette action qui est subventionnée va coller aux besoins du club. Ouais. Donc après, faire une analyse sur du court terme, sur du long terme, comme Romain sur 4 ans, ou sur l'année N+1, que cette analyse soit détaillée ou ultra détaillée ou simplifiée, l'important c'est d'avoir déjà la bonne démarche, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Ça sera déjà une bonne chose. Yannick, tu veux réagir à ça? Oui, déjà, ce que tu disais sur le catalogue d'actions, tu peux nous en dire un peu plus, prendre 2-3 exemples? Alors, par exemple, on a des actions subventionnées sur le tennis scolaire, sur le tennis féminin, sur le sport santé bien-être, sur des programmes fédéraux, sur des programmes qui ne sont pas forcément relayés fédération, mais qui fonctionnent bien. Donc, tout ça, on peut imaginer qu'un club qui a saturation de jeunes n'a pas forcément besoin de faire du scolaire. Et pourtant, vu qu'il y a une subvention sur du scolaire, notamment sur des remboursements de licence et sur des montants forfaitaires,
les clubs vont plonger sur ce genre d'action, alors qu'il n'y a pas forcément un besoin réel parce qu'ils ne vont pas aller plus loin que cette analyse-là et ils ne vont pas se poser, par exemple, la problématique de l'accueil une fois que l'action est effectuée sur l'année N+1. Donc, ils vont peut-être faire une action de tennis scolaire qui n'est pas en lien avec un réel besoin puisqu'ils ne pourront pas forcément accueillir le flot d'enfants qui seront recrutés sur ce système-là. D'où effectivement la limite de ce qui se passe dans bon nombre de clubs, qui est d'avoir une réflexion par action et non pas par projet global, quoi. Oui. C'est ce que l'on remarque, effectivement, moi c'est ce que je remarquais aussi, c'est que pendant longtemps, et d'ailleurs c'est peut-être une des raisons de cette baisse d'effectifs qu'on connaît maintenant depuis malheureusement pas mal de temps, c'est qu'on y va un petit peu à l'aveuglette chaque année et puis on reconduit les actions qui ont bien marché ou alors on fait son marché sur des actions comme ça qui nous viennent d'en haut, des actions fédérales qu'on prend, qu'on met en place, mais derrière sans réelle stratégie de développement sur du court, moyen, long terme, quoi. Oui. C'est ça le souci. Et effectivement, et lorsque c'est demandé, c'est fait à la va-vite. Et puis bon, en fait, moi je crois surtout que sur cet aspect développement, je suis très heureux de voir que la majorité d'entre vous qui ont pris la parole, enfin tous même, ont bien cerné la nécessité absolue de le faire. Mais pendant longtemps, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me rappelle quand j'intervenais sur les DE et les DES à l'époque, et que j'allais dans les clubs faire des visites de clubs, cet aspect projet était souvent, comment dire, on disait bon, ça sert à rien, c'est perte de temps, c'est pour les gras de papier, enfin bon, voilà, revenons aux sportifs, etc. En fait, je pense qu'il y a une prise de conscience là quand même ces derniers temps de la nécessité de concrétiser, de formaliser ce projet. Et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Après, c'est vrai qu'il faut aider, accompagner et peut-être rendre plus accessible, plus facile, plus concret la formalisation du projet. Oui, comme il a dit Laurent, avec la démarche simplifiée à partir de la doc et tout ça. Je peux rebondir aussi sur ce qu'a dit Thierry, ce qui me semble hyper important et dans l'intérêt de faire ce projet formalisé, c'est que le projet, c'est un outil aussi de management dans votre club. Et aujourd'hui, dans beaucoup de clubs, c'est un manque. C'est le travail, en fait, comment on fédère, on motive une équipe autour justement d'une direction commune. Et derrière, on découle pas mal de pistes, notamment, je pense au système de rémunération des enseignants, où lorsque le projet est extrêmement bien formalisé avec des objectifs, derrière, on peut par exemple mettre en place des systèmes de primes sur l'atteinte d'objectifs, etc. Donc il y a cet aspect aussi du projet qui est fédérateur et qui permet de manager aussi des équipes et qui permet aussi de faire travailler ensemble les bénévoles et les enseignants. Et parfois, les enseignants qui sont eux-mêmes en libéral, c'est complexe, mais quand il y a au moins ce projet et que tout le monde est derrière ce projet, ça permet de faciliter les relations et de faire avancer tout le monde dans le bon sens, quoi. Justement, je pense que notre troisième acolyte, enfin mon deuxième acolyte, Tarek, tu peux faire le lien avec ce que vient de dire Yannick. Et également, on va clôturer ce premier thème-là avant de passer au suivant. Je vais mettre un peu le boxon parce que je n'ai pas encore tout à fait envie de clôturer parce que pour une fois qu'on a un live à l'international, je voudrais bien entendre Marc sur le sujet et puis entendre Philippe sur le sujet aussi. Ça, c'est une chose. Et juste avant de leur donner la parole, rebondir sur ce que Yannick disait. Je pense qu'un projet de développement, c'est la colonne vertébrale d'un club à 360 degrés. Et c'est ça qui doit être déclencheur d'action à 360 degrés, que ce soit sur le marketing, la communication, le management, le leadership. Si j'engage un enseignant et que je n'ai pas de projet de développement, qu'est-ce que je vais lui donner comme mission? Je caricature un peu. Voilà, donc les internationaux, si vous voulez bien prendre la parole. Moi, je veux bien. Voilà, en fait, moi, j'ai rentré un projet de développement dans l'objectif d'obtenir des subsides à l'ADEPS.
le projet de développement on l'a fait sur courte échéance, 1 an, 3 ans, 5 ans, voilà, avec le projet de surtout et principalement, le développement va se faire au niveau de l'école de tennis, en fait. Puisque je vais dire, moi, je suis responsable de l'école de tennis, donc j'ai rentré le projet de développement. Et j'en ai parlé évidemment aux responsables du club qui m'ont dit génial, mais eux ne sont pas vraiment, je ne vais pas dire pas concernés, mais pas, voilà. Le club marche bien, il n'y a pas de. Voilà. Moi, je suis évidemment pour toujours aller vers l'avant, progresser, changer, varier, mais c'est difficile parce que moi, évidemment, c'est mon métier, les autres. Je veux dire, les dirigeants, ce n'est pas leur métier, c'est une occupation qu'ils ont entre. Donc, il y a, je ne vais pas dire cas de conflit, absolument pas. Mais je veux dire, nous n'avons pas les mêmes espérances, les mêmes espoirs entre le responsable de l'école de tennis dont c'est son métier et les responsables du club dont ce n'est pas leur métier. Donc, voilà. Mais les projets de développement, il y a en tout cas. Ok, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Marc, donc, et pour internationaliser le débat du jour, en Belgique, je tourne quand même dans beaucoup de clubs et je pense que donc c'est pas de temps à autre, j'entends un mal franco-français, non, c'est pas un mal franco-français, je pense que c'est beaucoup lié au tennis aussi. Des dirigeants bénévoles, des enseignants professionnels, on a déjà longuement débattu sur le sujet. Le clivage entre un bureau et des enseignants pros, c'est ça qu'il faut arriver à résoudre parce que les enseignants restent les opérationnels, ceux en contact avec le client et donc des éléments fondamentaux. Et le projet de développement doit leur permettre d'avoir les mains libres et les coudées franches pour pouvoir travailler. Et pour étayer ce que je disais, quand j'ai donné plusieurs années une formation autour de la démarche qualité dans les clubs et j'étais toujours sidéré d'entendre le discours des dirigeants qui disaient ce serait quand même bien que les enseignants viennent à cette formation. Et dans l'autre sens, quand j'avais des enseignants, ce serait quand même bien que les dirigeants viennent à cette formation. Je pense qu'un club de tennis, il faut des dirigeants, il faut des enseignants, il faut une infrastructure, il faut que tout le monde rame dans le même sens, et c'est ça le projet de développement. Philippe, au Luxembourg, ça se passe comment? Alors, au Luxembourg, c'est un petit peu le résumé de ce que tu as dit par rapport à la Belgique, à savoir que les dirigeants dirigent avec l'objectif d'arriver avec des comptes propres. Et puis, nous, sur le terrain, on essaye de mettre en place des choses pour faire avancer l'école de tennis. Alors, à ce propos, dans mon club, on est club pilote pour le projet Let's Tennis, qui est en fait le copier-coller de ce qui se passe en Belgique, le Mont Tennis. Donc, en développement, j'ai mis non, mais on fait quand même, dans ce sens-là, beaucoup d'actions. Donc, avec les Yves Becker, ce que tu dois connaître, Sébastien. Et, ouais. Voilà. Donc, mais après, le problème qu'on a, effectivement, c'est qu'il n'y a pas énormément de concertation entre le bureau et puis la partie terrain. Donc, on essaye vraiment de travailler là-dessus pour qu'on puisse mener à bien et qu'on ait des projets et puis qu'on ait vraiment la même ligne directrice, quoi. Et c'est un petit peu le souci, là. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi au Luxembourg, c'est que c'est beaucoup de clientélisme, à savoir que les adhérents louent leur terrain, viennent faire leur partie de tennis et repartent, quoi. Donc, au niveau convivialité, des fois, c'est pas super simple. Après, ce qu'on disait la semaine dernière, ça devait bien te parler, Philippe. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Ok, on passe au thème suivant. Ouais. Juste pour info, Yannick vient de partager un document super dans le chat là. Donc, on passe au thème suivant. Donc, Yannick, je te laisse définir ce que ça sous-entend. Ouais, juste une seconde, là, je lis dans le chat Corinne qui dit dans le contexte, les partenaires internes et externes doivent être associés.
Il va falloir défendre des dossiers encore plus pour avoir des subventions, des objectifs, des indicateurs précis pour voir les gaps et faire évoluer les pratiques pour s'améliorer. Bah, Corinne, on est d'accord. C'est sûr. On est d'accord. Et ce que j'entends là de tous les témoignages, c'est qu'il y a une vraie. L'enjeu, en réalité, c'est le travail en équipe du binôme salarié bénévole, quoi. C'est ça l'enjeu. Parce qu'au final, vous êtes tous convaincus que le projet, c'est important. Derrière, il faudrait réussir, parce que l'intérêt du projet, c'est quand même qu'il soit conçu en équipe. Hein. Bien sûr. Sinon, ça n'a pas de sens. Si le DE il fait son projet dans son coin et que ce n'est pas lié aux objectifs financiers, d'effectifs, de développement d'effectifs, etc. du club, ça a moins de sens, forcément. Ok, on peut passer. Ok, c'est parti. Je vous lance le sondage. Alors, seriez-vous capable de définir clairement le positionnement de votre club? Donc ça, je ne développe pas ce que c'est que le positionnement, parce que justement, on va derrière détailler. Pour vous, donc, est-ce que vous êtes capable de le définir? J'ai l'impression de regarder Qui veut gagner des millions, et avec les votes qu'il y avait cet été, ça me rappelle ça, quoi. Allez, 16 sur 20, 17 sur 20. Voilà, c'est kiff. Ah ouais? Allez, ouais, 10 secondes, 5 secondes et après j'arrête les votes. Il manque 3 personnes à voter. 2 personnes. Allez, regardez. Donc 6 oui, 7 partiellement et 5 non. Ok, bon, bah alors là, de suite, hein, les oui, en quelques mots, quel est votre positionnement? Des oui qui n'auraient pas encore parlé. Ce serait top. Charlie, je ne sais pas si Charlie veut prendre la parole. Charlie, il m'a dit qu'il y avait problème de j'ai vu qu'il y avait problème de réseau. Je ne sais pas si tu es là, Charlie. Donc c'était compliqué, il m'a dit. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ouais, moi j'ai dit oui, mais bon, je veux bien laisser la parole à quelqu'un d'autre. Je parle souvent, donc je veux bien laisser la place à d'autres. Aujourd'hui, tu n'as pas parlé, donc tu peux y aller, Greg. C'est vrai, mais je m'étais dit que j'allais être très discret. Oui, nous c'est assez clair notre positionnement parce que ça fait un petit moment qu'il est au club, donc voilà, donc il est assez ancré. Nous, on est parti de la question de l'apprentissage. Et de la question de l'apprentissage, on est parti avec le tennis couleur. Donc, on a quelque chose de très marqué parce que voilà, le positionnement du club s'articule autour du tennis couleur pour l'apprentissage, mais pour tout le développement du club, c'est-à-dire la formation des cadres, c'est-à-dire l'accès à la compétition, mais aussi sur le centre d'entraînement. Donc, c'est quelque chose qui est très défini. Et de l'extérieur, quand on parle du club parce qu'on est identifié tennis couleur. Donc, c'est quelque chose de très marqué. Et c'est vrai qu'Olivier Le Thor nous a permis d'avoir ce marquage très, très fort. Voilà. Quelqu'un d'autre qui a répondu oui? Je vois Stéphane qui a ouvert le micro. Est-ce que Stéphane, tu veux prendre la parole? Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Je viens d'arriver, hein, je suis désolé, j'ai bossé ce matin et donc je viens d'arriver, je prends le truc en cours. Mais cette question, elle m'intéresse parce que je viens justement d'acheter le livre de Yannick que j'ai lu et relu 2 fois. Et donc, j'ai pu positionner mon club justement par rapport à ça. Mais il y a plusieurs, je pense que vraiment, il y a plusieurs choses dans le positionnement d'un club. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un club compétition, santé, loisirs, éducatif, formateur, social et citoyen. Donc ça, je reprends les termes de Yannick. Et justement, en faisant une analyse correcte, avec des chiffres et vraiment des choses vraiment un peu plus pointues que ce que je faisais habituellement, j'ai pu définir vraiment ce qu'était le club. Et ça, je ne l'avais jamais fait avant. Et là, justement, on va pouvoir mettre des objectifs en place par rapport à ça. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Moi, j'ai compris que le livre t'avait aidé et que du coup, tu allais progresser dans tes démarches de développement. Ça, c'est top. Hein. Ah, mais complètement.
Complètement. Déjà, savoir se positionner vraiment et mettre des objectifs précis sur ces objectifs, c'est hyper intéressant. Et en plus, au niveau du comité, c'est vraiment intéressant également de savoir qui fait quoi par rapport à ça. Ouais. Yannick? Bah, écoute, super, Stéphane, merci pour ce retour. Il a évoqué les cinq grandes catégories que je donne dans le bouquin pour vous aider à positionner votre club. Grosso modo, hein, pour faire court, on va dire qu'il y aurait un positionnement axé sur la compétition, ce que j'appelle moi les clubs élites. Ils sont pas très très nombreux, en tout cas en France. Ça va être les clubs élites, ça va être Primrose, TCP, Nice LTC à Nice, des gros clubs comme ça qui ont un positionnement avec un rayonnement régional, voire national, et avec une dimension forte sur le sportif et sur le, entre guillemets, le haut niveau, en tout cas le haut niveau national, régional, national. Ensuite, on pourrait avoir ce qu'on pourrait dire les clubs qui sont plus sur du loisir et du tennis santé loisir. Donc ça, c'est des clubs qui sont en concurrence directe avec les structures commerciales, puisque vous ciblez exactement le même public. C'est du loisir. Donc, a priori, celui qui vient dans votre club de tennis, il peut tout aussi bien aller s'inscrire dans une salle de fitness ou aller pratiquer du foot à 5 avec ses potes. Donc voilà, fitness, club loisirs santé. Ensuite, on a ce qu'on pourrait dire des clubs éducatifs. Donc là, on en a eu un exemple. Je ne sais plus. Greg, ouais. C'était qui a Greg pris la parole juste avant. Ouais. Greg, qui nous disait que voilà, ils ont un positionnement tennis couleur où ils ont mis le paquet sur l'éducatif. Moi, ma première expérience de club, c'était notre positionnement. On avait vraiment joué, on avait tout misé sur ça. Ensuite, il y a des clubs qui sont extrêmement focalisés sur l'aspect formation. Alors, ce que j'entends par formation, la formation des jeunes, ça va être grosso modo apporter tout ce dont les familles ont besoin pour progresser, pour accéder à un projet axé vers le haut niveau jusqu'à l'âge de 10-12 ans. C'est ce que j'entends moi par club formateur, enfin axé sur la formation. Il peut y avoir des clubs formateurs, des petites structures, même de 3 à 4 terrains qui sont sur ce positionnement-là, en sachant pertinemment que derrière, ils auront du mal à fidéliser et à garder les joueurs dans les clubs, passer un certain cap, un certain niveau, parce que pas les ressources nécessaires en termes d'infrastructure, en termes de suivi, etc. Mais qui, pour autant, sur les petites catégories, sont hyper axés sur les gamins qui jouent bien, sur le repérage et derrière la formation. Donc, éducatif, formateur, et enfin, les clubs à dimension vraiment sociale, citoyenne. Ça va être tous les clubs qui sont en DSP, par les DSP par exemple, où il y a une forte des contrats d'objectifs avec les municipalités, des tarifs privilégiés pour certaines catégories de personnes, des interventions dans les écoles, des quartiers un peu difficiles, etc. Voilà, enfin, il y a plein d'actions, mais qui ont une dimension sociale, citoyenne. Voilà, donc à partir déjà de cette typologie de club, effectivement, si on arrive à situer son club dans cette typologie, derrière, eh ben on va avoir ça va être l'objet de la question suivante, il va y avoir des objectifs qui vont être extrêmement précis par rapport à ce positionnement et sur lesquels il va falloir être particulièrement vigilant. Romain, je vais te donner la parole tout à l'heure quand on va démarrer le thème suivant. Comme ça, tu vas donner les objectifs en fonction de ton positionnement de club. OK? Oui. Ce que je pense, fera très bien. Et Stéphane? Oui.
Juste pour revenir un petit peu là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est de questionner un comité sur le positionnement du club. Et vous allez avoir de grosses surprises. Ça a été très, très amusant. Moi, j'ai essayé vraiment de questionner le comité, savoir quel club nous sommes aujourd'hui et quel club on voudrait être. Et là, on a bien rigolé, quoi. On a bien rigolé parce que tout le monde partait dans tous les sens et on pensait être un certain club. Et avec les chiffres, avec les pourcentages qu'on a aujourd'hui, ben, c'est pas du tout ce qu'on pensait être, quoi. On n'est pas du tout ce qu'on pensait être. Donc, on va pouvoir remettre un petit peu les choses à plat et repartir sur des bonnes bases, quoi. C'est hyper important. Hyper important. Que certains d'entre vous veulent rebondir là, sur ce que j'ai dit et veulent partager par rapport justement à ce positionnement. Laurent? Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Non, moi, je voudrais. Je ne sais pas si je m'entends. Il y a Laurent et Florent qui veulent rebondir. Allez-y, à tour de rôle. Vas-y, Florent, vas-y. Oui. Non, justement, l'intervention d'avant était intéressante sur le positionnement vu en fonction des différents acteurs. Moi, je suis en plein dedans dans mon club, puisque c'était un club traditionnellement orienté très compétition et qui a une vraie culture de compétition, équipe en championnat de France. Et, sauf qu'on est sur une ville avec 4 quartiers prioritaires et une baisse croissante des effectifs. Et ce changement, moi, j'ai une vision claire. C'est ça que j'avais répondu oui à la question. Par contre, je ne suis pas sûr que les dirigeants et les personnes qui sont là au club depuis longtemps ont la même vision claire que je peux avoir parce que je suis au quotidien sur le terrain. Et donc ça, c'est une vraie problématique pour moi. Oui, juste rebondir sur ce que Corinne a mis dans le chat par rapport à un positionnement par rapport au club aux alentours. Alors, je suis partagé sur cette question. À la fois, je dirais oui, c'est important de faire une étude de marché et de savoir ce qui se passe ailleurs. Pour moi, le positionnement, il vient d'abord et avant tout de l'équipe dirigeante et aussi des envies et de la vision qu'on a du projet de club. Après ça, on peut effectivement analyser ce qu'il y a comme concurrence. Mais je pense que c'est d'abord important d'avoir une vision claire de ce qu'on a envie de faire. Yannick? Oui, je suis assez à la fois d'accord et en fait, on est d'accord, mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas de positionnement s'il n'y a pas de regard sur les clubs alentours quand même. Mais là où je te rejoins, Tarek, c'est que dans un premier temps, si on devait faire une analyse, par exemple, un diagnostic, ce que je disais à mes DE, DES, c'est on commence par le diagnostic interne et après, on fait le diagnostic externe. C'est-à-dire qu'on vient confronter l'interne à l'externe. Mais par contre, il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de projet sans prise en compte de ce qui se passe autour de soi. C'est évident, enfin, ça me semble, c'est certain. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que le positionnement, une fois qu'on l'a défini, mais ça, c'est mon côté compétiteur, c'est que l'idée, c'est d'être leader sur ce marché. C'est-à-dire que si demain, vous êtes un club élite, la dernière structure dans laquelle j'étais, on avait 1400 membres, 2 équipes en National 1A. Notre but, c'était d'être leader, quoi. Donc, on connaissait parfaitement notre concurrent sur ce secteur-là. Et l'idée, c'était chaque année, on était challengé et voilà. Et on mettait en place les actions pour être les meilleurs. Mais si vous êtes sur un club éducatif, c'est la même chose. C'est que derrière, en termes d'image de marque, le but, c'est derrière de mettre en place les objectifs, les actions qui correspondent aux objectifs pour vraiment capter un maximum de personnes sur votre marché. Moi, là-dessus, j'ai vraiment pas peur de le dire. Que les clubs entre eux sont des concurrents, il faut le voir ainsi, et que si vous ne voulez pas vous en faire des concurrents, parce que ce n'est pas toujours des concurrents, ça peut être devenir des partenaires. Oui. Peut-être ça vous a choqué ce que je viens de dire, donc je vais développer un tout petit peu.
Attends, il y a 50 personnes qui s'en vont là. Déconne pas. Déconne pas. J'aime bien choquer, moi. Hein. Ça fait réagir, c'est bien ça. C'est bien. Je vais vous prendre vite fait un exemple. Mon club précédent, on était sur l'éducatif et un petit peu sur le formateur, mais après vraiment sur l'éducatif. Donc, on voulait être très, très bon là, sur ce domaine-là. Et comme on savait très bien que derrière, on allait perdre nos meilleurs joueurs, tout simplement parce que ils n'avaient plus la possibilité de trouver des partenaires de leur niveau de jeu, et le club d'à côté qu'on a longtemps considéré comme un concurrent, à partir du moment où on avait clairement défini notre positionnement, c'était plus un concurrent, c'était un partenaire avec lequel on travaillait main dans la main, auprès duquel, dans lequel on avait entièrement confiance, dans les enseignants, etc. On se voyait régulièrement et on leur envoyait nos meilleurs gamins. On les suivait derrière, on travaillait main dans la main. Donc, d'un concurrent, on s'en est fait un partenaire. Mais lorsque vous êtes sur le même positionnement, c'est des concurrents, clairement. Laurent, tu avais relevé la main? Ouais. Vous voulez intervenir? Après, on va passer aux objectifs. C'est en partie répondu. Moi, je me posais la question de l'exclusivité d'un positionnement comme base de réflexion du projet club. Je me mets à la place d'un club qui partirait sur une tendance élevée de la formation, comme le disait Yannick tout à l'heure. Je me pose la question d'un départ de l'équipe pédagogique pour accueillir une nouvelle équipe pédagogique dont la sensibilité n'est peut-être pas du tout celle-là. Je me pose la question de la politique exclusive de la formation. Si le binôme dirigeant-enseignant ne fonctionne plus, est-ce qu'il faut tout révolutionner du coup en fonction de l'arrivée d'une nouvelle équipe pédagogique ou pas? Est-ce que l'équipe pédagogique doit se plier au positionnement du club? En fait, j'ai peut-être pas encore assez d'arguments, si tu veux, mais j'ai du mal à concevoir cette tendance forte sur un seul des postes. Si tu fais de la formation, tu vas peut-être être obligé d'avoir un fort côté éducatif pour justement fournir ton école de tennis qui te servira sur de la formation derrière. Il y a quand même, à mon avis, faire de la polyvalence avec un positionnement peut-être un peu plus accentué sur un des domaines. Je pense qu'à long terme, ça peut mieux fonctionner que d'être exclusif, quoi. Tarek, tu as levé la main? Plusieurs fois. Ouais, j'ai vu, ouais. D'abord, je pense que c'est fondamental, je le répète, de créer et de revoir ce projet avec et le bureau et l'équipe pédagogique. On ne peut pas, pour moi, dissocier. Alors, quand je suis en formation, alors ça, c'est un triangle typiquement belge. Je dis toujours le triangle club, école de tennis et clubhouse, il doit fonctionner à 360 degrés, main dans la main. Et donc, dissocier les enseignants du projet de club, pour moi, c'est un non-sens. Et à l'inverse, dissocier les dirigeants du projet, c'est un non-sens aussi. Donc ça, c'est une chose que je voulais rajouter. Et la deuxième, c'est je rebondis sur ce que Greg a partagé là tantôt sur la partie tennis couleur. J'ai bien aimé Olivier Le Thor, quelqu'un que je connais un tout petit peu beaucoup. Et donc, j'ai bien aimé le jour où il m'a dit, mais Tarek, le tennis couleur dans ton club, c'est devenu ta marque de fabrique. Et on est effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, les gens savent ce qu'ils viennent chercher chez nous. Et étant donné que c'est clair dans le positionnement, c'est aussi clair dans ce qu'on communique et dans le message que les responsables de section font passer, les responsables pédagogiques de section font passer aux parents lors des animations, lors des portes ouvertes et ainsi de suite. Tout devient hyper cohérent. Et donc, c'est beaucoup plus facile, je pense, d'avoir un positionnement qui soit fort. Et pour rebondir sur ce que Yannick disait, c'est la seule façon, je pense aussi, d'être le meilleur dans quelque chose plutôt que perdu moyen parmi tous les autres. Et là, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais là, Tarek a partagé un truc super intéressant et super important. Même si d'habitude, tout est intéressant. Mais là,
là, vraiment, le fait que vous compreniez que grâce à un positionnement, on a notre ligne de conduite en termes de communication, de management, etc., c'est hyper fort comme message quand même. Ça veut dire que vous trouvez votre positionnement, vous trouvez votre projet, vous trouvez votre ligne de conduite pour travailler tous les jours. Ça me paraît c'est tellement limpide. J'espère que tout le monde a bien capté ça parce que c'est vraiment top. Et même ceux qui nous verront en replay qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est vraiment très bien ce qu'il a dit Tarek, merci. C'est ce sur quoi je voulais rebondir, Anthony. Ouais. Vas-y, Yannick. Répondre à Laurent. Quand Laurent dit, effectivement, en fait, cette segmentation des clubs, est-ce qu'elle est complètement pertinente, sachant que chaque segment, en fait, nourrit un autre segment. C'est un peu ce que tu disais. L'éducatif va nourrir le club formateur le club élite, etc. Et sans club santé loisirs, c'est difficile de pérenniser les finances du club, etc. Donc on est d'accord là-dessus. Le gros souci, c'est que si on n'a pas de positionnement quand même fort sur un axe prioritaire, j'entends, c'est-à-dire un axe qui fait notre marque de fabrique, qui, comme vient de le dire Anthony, va ancrer, va graver dans le marbre notre identité de club, notre positionnement, et derrière, qui va induire toute notre communication et qui va aussi prioriser nos actions, l'énergie qu'on va y mettre, etc. S'il n'y a pas ça, on devient un club généraliste où, en réalité, il n'y a aucune politique de définie, vraiment, et du coup, il n'y a pas vraiment du coup d'objectif non plus, donc des actions qui se répètent chaque année, mais qui n'ont pas vraiment de sens, c'est-à-dire qu'on rentre dans une routine, on se dit, bon, on renouvelle l'école de tennis, on renouvelle les stages, on va faire ça, on va appliquer, comme tu disais tout à l'heure, 2-3 actions. Pourquoi ? Parce qu'elles sont subventionnées, donc pourquoi s'en priver ? On va le faire. Mais derrière, il n'y a pas de politique de club, il n'y a pas d'objectif, et du coup, il n'y a pas de résultat. On ne peut pas avoir des résultats si on ne sait pas où on va et qui on est, c'est évident. Pour aussi répondre à Laurent sur le binôme enseignant-dirigeant, lorsqu'il y a potentiellement conflit d'état d'esprit entre l'enseignant et la direction du club. Là, pour moi, la réponse, elle est claire, nette et précise aussi. Il faut que les clubs assument d'être des employeurs sur cette question-là. C'est-à-dire que embaucher un enseignant, c'est pas un truc, j'embauche n'importe quel enseignant. Là-dessus, il faut aussi que les clubs se professionnalisent. Et s'ils savent qui ils sont et où ils vont, il faut qu'ils recrutent des enseignants qui sont dans le même projet que le club. On ne peut pas avoir dans un club un enseignant qui fait ce qu'il veut et qui va dans le sens où il a envie, avec une direction qui voudrait autre chose. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, il faut qu'à un moment donné, là aussi, il faut que ça soit clair, mais ça, c'est aussi la responsabilité des clubs et des dirigeants, de proposer un projet clair lorsqu'ils recrutent leurs enseignants et d'être en capacité de leur dire exactement là où ils veulent aller et comment ils veulent y aller, etc. Donc là-dessus, pour moi, la réponse, elle est claire. Il faut qu'il y ait symbiose entre le projet du club et l'état d'esprit de l'enseignant. Si tu veux, j'enfonce le clou, parce que c'est un sujet qui me semble hyper important. Bien souvent, moi, j'avais des enseignants, quand je manageais donc, une grosse équipe, on avait une vingtaine d'enseignants à l'époque. Quand j'avais des enseignants qui n'étaient pas qui voulaient, par exemple, qui étaient obsédés par la compétition et par le haut niveau, et qui s'en foutaient de faire du mini-tennis, j'étais en capacité de lui taper sur les doigts et de le recadrer. Le mini-tennis était aussi important. J'attendais de lui un aussi grand investissement sur du mini-tennis, enfin sur le niveau blanc, violet. Je ne sais pas si on parle encore de mini-tennis, mais sur ces petites catégories, que sur l'entraînement de nos élites, etc. Tu vois ? Moi, si je peux me permettre juste une petite précision, parce que je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, il n'y a pas photo. Mais après, on est quelquefois confronté à une réalité qui est autre. Ce que tu dis, c'est dans l'idéal, mais toi, tu étais dans un club de 1400 licenciés, si j'ai bien compris.
Oui, mais avant j'ai eu les deux casquettes. Hein. Voilà. Et en Bretagne, si tu veux, on a une réalité géographique qui fait que déjà, il y a une pénurie d'enseignants, donc les clubs n'ont pas tout le temps le choix dans le recrutement de leurs enseignants. Et on n'a pas un club qui dépasse les 1000 adhérents sur 350 à 400 clubs. Donc après, moi, je suis complètement d'accord entre ce que tu dis, il faudrait le faire, mais est-ce que les clubs, dans la réalité, par exemple, de notre région, sont en capacité de le faire? Et s'ils ne le sont pas, comment adapter un petit peu ce discours idéal sur une réalité de terrain? C'est plus là, en fait, je n'ai peut-être pas la réponse, toi peut-être pas non plus, mais entre ce qu'il faut faire et ce qu'on peut faire, quelquefois, il y a un petit gap. Bah, écoute, Romain, quand même, il est dans un cas, il a ce cas-là. Vas-y, Romain, prends la parole. Oui, donc moi j'étais en Bretagne justement, donc c'est là où c'est intéressant. Et je me retrouve dans une région qui est pratiquement identique à la Bretagne, le Grand Est. Et donc moi je suis sur un club où il y a 140 licenciés. Et donc nous, on a une équipe dirigeante jeune, on est devenus amis et très proches, on joue en équipe ensemble, je les entraîne aussi. Et on a rédigé dès le départ un projet de développement. Quand je suis arrivé dans le club, c'était une présidente qui avait une soixantaine d'années. Elle est arrivée, elle m'a dit « Oh, bah, écoute, voici ton contrat, tu signes un CDI. » Et je dis bah, « Je n'ai pas d'objectif. » Bah, ouais, l'école de tennis. Bon, bah, OK. Et elle a fait 2 mois et le nouveau président est arrivé. Donc, à l'époque, il avait 34 ans. Et on a tout de suite rédigé une politique de développement et une politique sportive. Ce qui fait qu'on va dans le même sens. Et ce qui fait que les dirigeants mettent du lien entre ce qui se pratique sur le terrain au niveau sportif et avec les parents, avec du développement, avec des animations. Et les animations, je participe pratiquement jamais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien entre ce que je mets en place sur le terrain dans les cours et les animations vont en découler aussi parce que en fait, c'est un lien. Si je parle, j'ai n'importe quoi, je suis en train d'apprendre à des petits de 5 ans à compter les points, eh ben, l'animation où il y aura des matchs, ils vont comptabiliser les points de la même façon que je leur ai appris sur le terrain. En fait, là, j'ai un exemple, mais c'est tout le temps comme ça. Et pourtant, je suis un petit club, je ne suis pas un gros club. Mais par contre, j'ai réussi à intéresser des dirigeants parce que quand je suis arrivé, j'ai fait l'UC1, UC2. Beaucoup disent que l'UC1, UC2 ne sert à rien. On entend beaucoup ça parmi les stagiaires DE. Mais pourtant, pour moi, c'est essentiel parce que s'il n'y a pas l'UC1, UC2, moi, je n'ai pas de ligne de conduite. Donc, je suis arrivé, j'ai fait un dossier. Alors, certains, ça a plu. Les anciens dirigeants, ça a moins plu parce que forcément, je révèle des chiffres qui ne sont pas forcément bons. Mais par contre, j'ai été honnête et je dis voilà. Et du coup, on devrait s'engouffrer là-dedans. Et c'est ce qu'on a fait. J'en parlerai un peu après dans les objectifs. Ouais. J'enfonce le clou 2 secondes encore. Ah, tu l'as ressorti? Ouais. Non, je pense que ce n'est pas un idéal vers lequel il faut, où il faut comment dire, on pourrait se dire, bon, c'est pas grave, on fait avec. Non, c'est un idéal vers lequel il faut mettre tous les moyens en place pour tendre, vers lequel il faut tendre absolument, parce qu'il n'y a pas sinon c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Donc pour moi, c'est quelque chose qui, c'est pas un idéal. Et lorsque c'est un idéal vers lequel il faut tendre. Les dirigeants doivent être sur la même longueur d'onde que l'enseignant qui dirige, enfin le directeur sportif, ou que l'enseignant, ou même lorsque c'est vraiment un tout petit club de CQP, etc. Mais pour ça, c'est vrai que là où je te rejoins complètement, hein, c'est qu'on est loin du compte sur peut-être la formation et des dirigeants, et parfois sur les enseignants même. Donc là-dessus, c'est notre rôle, on essaye de le faire, mais il faut tendre vers ça absolument. Et derrière, il faut aussi, j'aime pas ce mot, mais il faut qu'il y ait du dialogue social dans le club. Et il faut organiser ce dialogue social aussi. Quelque chose il faut que ça se parle et il faut apprendre peut-être aux gens, enfin aux dirigeants, enseignants, à savoir comment se réunir, comment se parler, et comment avancer dans le même sens. Mais ça aussi, c'est un vrai enjeu. Et ça passe par de la formation, ça passe par le rôle des ligues, des comités,
je pense, des conseillers en développement, c'est ce que je pense, des visites de club, etc., de faire amener les gens à se parler, à avancer dans le même sens. Mais c'est très compliqué de développer un club quand on tire dans les directions différentes. Ce n'est pas possible. Stéphane, tu as la main levée. Oui, mais moi je pense vraiment que tout part d'un état des lieux précis. Il faut donner des chiffres. Si on veut partir tous dans le même sens, il faut vraiment faire un état des lieux, que ce soit sur l'effectif des jeunes, sur l'effectif des adultes, savoir combien de compétiteurs, combien de tennis loisirs, etc. Et pour pouvoir aller dans un sens précis et avec tout le monde. Et après, on partage ça avec le comité. On donne ces chiffres-là au comité et là, ils vont être d'accord. Là, ils vont être d'accord et on va pouvoir mettre en place des animations ou des choses qui vont aller dans ce sens-là. Mais il faut que ça parte des chiffres. Si on n'a pas de chiffres, on part un petit peu dans tous les sens et on n'a pas de résultat, ça c'est clair. Tu viens de dire un truc qui est c'est très très important, qui est la base de tout, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se mettre d'accord sur du vent et sur des discours et sur moi j'aimerais bien faire ça ou notre club est un club positionné sur tel aspect si on n'est pas en capacité de le démontrer. Et ça, effectivement, je te rejoins Stéphane, c'est un truc qui permet d'obtenir le consensus. On ne peut pas tricher sur les chiffres. Si à un moment donné, tu sors un diagnostic en disant voilà, il se passe ça, 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 ben, ça met tout le monde d'accord. Normalement, ça met tout le monde d'accord. Quand il y a des désaccords, et ben, derrière, il faut fixer des objectifs. Et du coup, transition toute trouvée pour le thème numéro 3. C'est parti. Allez, vas-y Yannick. Alors, avez-vous déjà entendu parler de KPI, les indicateurs clés de performance? Là aussi, je ne développe pas puisqu'on va développer après. Bon, à part pour ceux qui ont lu le bouquin, du coup. Peut-être ceux qui ont lu le bouquin, ils ne répondent pas. Allez, il manque 3 personnes à voter. Deux personnes. Une personne? Qui c'est qui dort? Il y en a une qui dort. Papy. Allez, hop. Donc, 3 personnes ont répondu oui, 4 personnes ont répondu partiellement et 10 personnes ont répondu non. Bon, comme d'hab, ceux qui ont répondu oui, vous avez la parole pour nous dire un petit peu comment vous les utilisez dans votre club. Et après, on enchaîne sur... Alors, qui a répondu oui? Qui c'est qui a répondu oui parmi l'audience? Stéphane, vas-y. Et moi, mais je triche parce que j'ai lu le bouquin, donc je ne vais pas parler. je l'ai marqué. C'était trop tard, j'avais déjà répondu avant. Mais qu'est-ce que tu en comprends de ça? Et comment tu penses l'appliquer? Mais le truc, encore une fois, c'est l'évolution d'un ratio. C'est par rapport à une base concrète, mettre des objectifs en place. C'est les suivis des indicateurs, etc. Enfin, c'est d'avoir des chiffres qui vont nous permettre de... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a répondu oui? En dehors de Stéphane. Il y en a eu 3. Donc, il y a un deuxième. Tarek, hein? Moi, c'est toi, Tarek, parmi les 3. Et après, il y a Romain? Non. Bon, vas-y, Tarek. Sur les indicateurs, moi je garde, j'en avais parlé la dernière fois, je vais donner un exemple concret. J'ai un indicateur de fréquentation de chacun de nos membres, avec une clé qui est tout simplement que chaque membre passe au moins 2 fois par semaine au club. C'est un indicateur parmi... Mais donc, effectivement, j'en avais déjà entendu parler.
J'ai lu le bouquin d'Yannick aussi. Bon, pour faire court, les indicateurs de performance, en fait, c'est ce qui va permettre de mesurer, de quantifier vos objectifs. Et c'est ce qui fait la différence avec, par exemple, un indicateur de suivi ou juste une donnée brute. Par exemple, donc si on prend un exemple, dans le bouquin, je donne trois grands types de KPI. Il y a ceux qui ont trait au domaine sportif, donc qui sont relativement bien connus. Ça va être, par exemple, l'évolution de votre pyramide de classement dans le club, comment elle évolue chaque année. Ça peut être le nombre de joueurs, la progression, ou plutôt le ratio du nombre de troisième série ou de classés par rapport aux non classés, etc. Donc, il y a des KPI qui sont vraiment sur le domaine sportif. Il y en a qui sont sur la politique du club en général, sur le développement du club en général, qui intègre des objectifs qui peuvent être financiers, des KPI financiers. Donc, ça peut être l'évolution de votre taux d'autofinancement, par exemple. Et puis, il va y avoir aussi tout ce qui concerne la politique marketing, la politique de communication du club. Donc là aussi, il y a des indicateurs qui vont être liés à vos objectifs de communication. L'intérêt de ces KPI, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous avez défini votre positionnement, derrière, vous allez y mettre des objectifs à long terme, moyen terme, court terme, et vous allez y associer des indicateurs donc, de résultats, donc ces fameux KPI. Et lorsque vous avez mis en place ces indicateurs de résultats, vous allez mettre en place des actions pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, qui seront donc mesurables par ces indicateurs de résultats. Et une fois que vous mettez donc vos actions en place, vous suivez un peu comme un tableau de bord vos différents KPI. J'espère avoir été assez clair. Je vais essayer de prendre peut-être Tarek, tu as un exemple, sinon je prends des exemples. Vous prenez des exemples concrets avec des chiffres. Alors, je prends l'exemple, alors pour que ça soit très clair, je prends l'exemple que je donne dans le bouquin. Sur votre politique de développement, vous avez ce que moi j'appelle des défis. Les défis, c'est vos objectifs de long terme. À 3 ans, 4 ans, 5 ans, les grands défis du club. À moyen terme, vous avez, pour répondre à ces défis, différents enjeux, que moi j'appelle enjeux pour que ça soit clair, des défis, des enjeux. Et dans ces enjeux, à court terme, vous avez des plans d'action. Donc, si je prends mes KPI, on va prendre un exemple. Le KPI d'un défi, ça pourrait être, nous visons une progression de 30% des licences adultes sur 3 ans. C'est très précis, c'est chiffré. 30% des licences adultes avec, c'est marqué aussi en termes de timing puisque c'est dans 3 ans. Donc ça, c'est mon KPI défi, ça va être donc le différentiel de licence adulte à N+3 exprimé en pourcentage. C'est mon KPI de mon défi. D'accord? Pour arriver à ce défi dans 3 ans, je vais mettre en place un KPI en jeu qui sera donc un indicateur de suivi de mon défi. Le KPI en jeu, ça va être, par exemple, nous visons une progression de 20% des licences adultes femmes dès la rentrée. Donc, vous voyez que le défi, c'est d'augmenter les adultes sur 3 ans. Mais pour y arriver, je vais d'abord m'attaquer à quelque chose de très précis qui va être le public féminin. Et ça, le public féminin, en fonction de mes chiffres actuels, je veux qu'il augmente de 20%. D'accord? Donc ça, c'est mon enjeu à moyen terme. Et puis, pour atteindre cet objectif à moyen terme, donc cet enjeu, je vais mettre en place des actions. Et ces actions, par exemple, ça va être l'ouverture de programmes adultes, femmes, avec un escalier de valeur. Bon, ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que sinon, je vais vous perdre. Mais je vais mettre en place un ensemble d'actions pour atteindre cet objectif de plus 20% sur le public féminin à moyen terme. Et derrière, enfin, je vais avoir des indicateurs de suivi de cette action-là précise qui est mes programmes adultes féminins. Alors, ça va être quoi, mes indicateurs, là, pour le coup?
ça va être le nombre de fois, le nombre de visites sur ma page Facebook, pardon, sur ma page de site web qui va vendre uniquement cette action-là. Ça va être le nombre de flyers que je vais distribuer, le nombre de contacts que je vais prendre, etc., etc. Enfin, il va falloir déterminer un certain nombre d'indicateurs de suivi sur cette action bien précise. Et vous voyez que c'est un peu l'histoire des poupées russes, c'est-à-dire que mes KPI, ils s'emboîtent les uns dans les autres. Mes KPI actions qui s'emboîtent dans les KPI des enjeux, qui s'emboîtent dans les KPI des défis. Et du coup, derrière, ça vous donne un tableau de bord à suivre. Et tout simplement, si vous êtes dans le bon, tout va bien. Si ça ne va pas, vous réorientez, vous mettez plus de paquets sur telle ou telle action, etc. Encore une fois, on peut encore faire l'analogie avec le terrain. On est tous des enseignants, ou en tout cas, on a tous des compétences enseignantes, et on a tous les programmations en tête. J'ai un microcycle qui est dans un mésocycle, qui est dans un macrocycle, des objectifs, des sous-objectifs, des objectifs très court terme. Et c'est exactement la même chose. Donc, si on est capable de le faire, il y a plein d'enseignants qui entendent ça et qui se disent « Ouais, mais le C1, C2, c'est compliqué, je ne sais pas trop comment le mettre en place. » Gars, tu sais le faire sur le terrain. C'est exactement pareil. Tu mets en place des choses, comme le dit Yannick, qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait une programmation. On veut atteindre tel objectif qui est tout là-haut. Par exemple, je ne sais pas moi, je veux savoir servir. Pour savoir servir, je vais être obligé de savoir de servir en équilibre, sinon je ne peux pas servir. Et si je veux savoir servir en équilibre, il faut que je sache bien placer mes pieds. Voilà, j'ai décomposé. Et là, c'est exactement pareil. Ouais, à la différence, Anthony, qu'il faut que ce soit mesurable et quantifiable. Quoi? Ce que tu viens de dire, et c'est d'ailleurs un problème en PEDA aussi, c'est qu'on est sur des objectifs qui sont pas mesurables et pas quantifiables. Oui, dans ce cas-là, oui. Quand tu dis, pour savoir faire ça, si tu veux… Dans la démarche, c'est pareil. Après, quand là, nous, dans ce cadre-là, dans notre cadre-là, on peut mettre des chiffres que là-bas, plus compliqué. Oui, on le terrain aussi. Oui, t'en mets aussi. Un live uniquement destiné à ça, mais être capable de servir, d'être régulier en seconde vague de service, derrière, c'est bien beau d'avoir un objectif comme ça et de dire, il va falloir que tu pousses plus sur tes jambes, que tu fasses ceci ou que tu fasses cela. Si on veut pouvoir avoir un vrai projet, où, par exemple, le parent, l'élève, lui donner des repères, etc., il faut pouvoir le quantifier à un moment donné. Donc, c'est un peu le même principe aussi sur le terrain. Oui, tout à fait. Ouais, je ferme la parenthèse. Allez. Peut-être des questions là, parce que j'ai été un peu… Qu'on ait des questions à ce sujet des KPI, des objectifs. Est-ce que c'est plus clair les KPI pour tous ceux qui ne savaient pas? C'est une notion un petit peu plus fine que la notion simplement d'objectif ou simplement d'indicateur. Oui. Ok. Personne ne réagit, c'est que bon. Laurent, tout est très clair. Hein. Non, je passe à la partie question finale là, et ensuite ça permettra d'ouvrir sur des questions un peu plus générales. D'accord. Donc je vous partage ça. Donc, dernier sondage. Êtes-vous convaincu de la nécessité de formaliser le projet de développement en club? On s'est promis avec Tarek et Yannick d'éjecter la personne qui va dire non. Non. Il n'y a pas de suspense alors, tu leur as mis la pression. C'est pour que ça aille plus vite. Hein. On essaie de rester dans les clous d'1h30, mais on veut quand même répondre à vos questions à chaque fois et vous aider le plus possible. Alors, 100%. On leur a fait peur. J'allais te le dire. C'est comme dans tous les meetings. Tu es dans les meetings politiques, tu parles, tu n'as que des partisans devant toi, tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Voilà. Non, par contre, j'espère que les gens qui regardent en replay, qui apprennent ou qui découvrent ces lives, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et n'hésitez pas de le commenter sous la vidéo. Yannick et Tarek répondront avec plaisir. Ok. Bon. Donc, vas-y Yannick. Ça peut partir un petit peu dans tous les sens, rebondir tous ceux qui veulent prendre la parole sur tout ce qu'on a pu dire, sur des sujets plus précis, etc. Question libre, question ouverte, là, maintenant. Question ouverte sur le projet de développement. Avec plaisir, si on peut vous répondre. Je vous ai mis tout à l'heure, Anthony l'a soulevé, un petit lien
vers un document qui peut être sympa, qui permet de simplifier la démarche de projet au niveau de la formalisation du projet. Un petit canevas intéressant, vous l'avez vu. Si vous voulez, je vous le repartage. Je ne peux pas le copier-coller, fait chier. Hop, je le remets. Ah, tu l'as remis? Ah, c'est bon. Anaël qui demande où c'est qu'on peut acheter votre livre sur le développement. Et j'ai vu quelqu'un qui avait dit qu'il y avait un problème sur Amazon aussi. Non, mais il est tout simplement en rupture. Là. Pas bien vendu. Et donc, on fait un deuxième tirage qui sera donc bon. Ça sera bon début de semaine prochaine, lundi, j'espère. Voilà. Je t'avais dit d'en faire plus que 10. T'as pas confiance en toi, Yannick. Alors, Corinne, dans le chat, vous avez évoqué l'intérêt des chiffres pour les comités. Je connais bien le tennis, mais il me semble que les CTD n'ont pas toujours les mêmes profils de poste que vous n'entendiez. Qu'entendiez-vous par là? CTD, c'est pareil que CST. D'accord. Tu vois ce que tu vois? Je ne comprends pas trop la question. Corinne, tu ne peux pas prendre la parole? Je crois qu'il y a problème de micro. Et après, quand il parlait tout à l'heure, il parlait de comité, Stéphane, c'était le comité de direction de son club. Hein. Oui. Il parlait de comité de direction de son club, c'est pour ça qu'il dit ça. Oui, moi, je viens d'apprendre là récemment, tu vois, par rapport à cette question, effectivement, les contours de compétences des uns et des autres, c'est très variable en fonction des lignes. Tu vois. Je pensais, moi j'avais une déformation, hein, je pensais que ce qui se passait chez moi c'était pareil partout. En réalité, j'ai appris que non. Notamment le rôle du CPR coordinateur, qui bien souvent s'occupe du développement. Quoi. Enfin, bien souvent. Je viens d'apprendre que ça arrive et qu'en fait, le conseiller en développement, lui, gère plutôt tout ce qui est les demandes de subventions, les projets d'infrastructure, mais qui ne s'occupe pas, qui n'est pas forcément dans toutes les ligues un appui sur la conception du projet, par exemple. Oui, ça dépend des… En fait, ça dépend des ligues. Je l'ai découvert. Donc, pour moi, c'était très… l'émission de chacun était très claire partout, tu vois. Après, on parle de ligne de conduite, on parle de positionnement, ligne de conduite, etc. Dans les ligues, c'est pareil. Quel rôle je donne aux personnes que j'ai en charge dans ce cas-là? Tu vois, le CED, on leur dit, vous devez faire ça, vous devez aider sur ça. Par exemple, toi, Laurent, tes missions, comment elles ont été définies? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Donc sur ma fiche de poste, donc c'est de la visite de club justement pour parler de projet club et essayer de former un petit peu les dirigeants et enseignants sur le diagnostic. Il y a également une partie formation dans l'UC1, UC2 au niveau de la formation bretonne des GEPS. D'accord. Et puis également de la formation de secteur, de dirigeants sur des thématiques précises. Très bien. Voilà. Très bien. Donc là, on est en plein dans la discussion en fait de ce matin. Ouais. Mais je ne savais pas qu'il pouvait y avoir. Je suis trop jeune, je pense, dans le métier pour savoir qu'il y avait d'autres CED en France qui pouvaient faire autre chose. Ça varie. Et également, les aider, comme on en a parlé tout à l'heure, dans la rédaction des dossiers de subvention. C'est tout ce qui n'est pas sportif, finalement. Oui, mais justement, tu vois, par exemple, est-ce que votre CPR, il intervient sur le développement? Alors, il y a un petit lien entre le CTR et la coordinatrice régionale du développement sur des actions, parce qu'il y a quand même des thématiques qui peuvent se recouper entre sportif et développement, comme l'apparition des matchs libres, par exemple. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a des ligues qui ont édité des fiches un petit peu de critères de passage pour les clubs qui mêlent et le sportif et le développement. Pour l'instant, ici en Bretagne, ça n'existe pas, mais ce n'est pas exclu qu'il y ait des fiches un petit peu repères avec des attributions de points
parce que les clubs remplissent tel ou tel critère de passage. Voilà. D'accord. Ok. Ce qui va complètement dans ton sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le positionnement en fait, des clubs. Et avec une fiche comme ça, on voit un peu mieux le positionnement du club en termes de développement ou en termes sportifs. Tarek? Et je vais rebondir un peu sur tout ce que j'entends depuis plusieurs semaines sur une plateforme qui est francophone à majorité française pour l'instant, mais on va développer pour que les esprits s'ouvrent. Et je suis vraiment interpellé par tout ce qui est déjà mis structurellement en place en France, avec des postes et des jobs qui n'existent absolument pas dans des fédérations plus petites. En Belgique, un conseiller en développement, Marc, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça n'existe absolument pas. Il n'y a pas de conseiller en développement. Et alors, ça me fait rebondir sur quoi? Sur le rôle de nos métiers et notre prise de responsabilité dans les projets. Se faire aider par un conseiller en développement, c'est formidable, mais je pense que la clé, elle doit venir de l'intérieur. Elle doit venir des enseignants, elle doit venir des dirigeants. Ils doivent se retrousser les manches, faire une partie du taf, se renseigner. Je veux dire, j'en profite, hein, Yannick, je fais le coup à chaque fois. Donc, et commencez par acheter le bouquin. Vous lisez le bouquin. Vous lisez le bouquin. Ne les nargue pas, toi tu l'as devant sous le nez. Regarde, il y a là qui Et donc, vous avez déjà 100% des outils. C'est, je pense, suffisamment vulgarisé pour que tout le monde comprenne. Et après, il faut se retrousser les manches, quoi. Et c'est ça qui va faire avancer votre projet. Alors, je vais nuancer mon discours. Hein, quand je visite en moyenne une petite centaine de clubs par an. J'entends toujours que la fédération devrait faire ceci, la fédération devrait faire cela. Oui, il faut se développer son esprit entrepreneurial et se dire si la fédération amène des choses en plus, c'est très bien, mais notre sort, il dépend de nous. C'est comme la notion de subside. La notion de subside, c'est très bien, mais je préfère un projet autosuffisant, c'est ma déformation entrepreneur, ou éventuellement on a des subsides en plus, que se dire je vais attendre d'avoir les subsides pour que mon projet avance. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Ouais. Je suis complètement. Vas-y, Laurent. Non, je voulais dire à Tarek que j'étais complètement d'accord avec lui, même s'il ne voit pas l'utilité de mon métier, c'est pas bien grave. Mais, par contre, je la vois avec plus de. Là où je suis complètement d'accord avec Tarek, c'est que je pense que ça va finir par venir parce que historiquement, dans les formations de moniteurs en France, il n'y avait pas, jusqu'à une certaine époque, cet onglet développement. On était beaucoup plus sur l'aspect terrain que l'aspect global du développement de son club par le terrain. Et là, avec tout ce qui est inculqué maintenant dans les formations, cette partie UC1, UC2, je pense qu'à terme, il y aura une rénovation un petit peu du parc des enseignants, de la manière dont ils réfléchissent. Et je pense que nous, nos missions au sein des ligues devraient évoluer par la montée en compétence justement de l'ensemble des enseignants sur cette problématique-là du développement. Jusque-là, en fait, c'était uniquement à l'initiative, à mon avis, une initiative personnelle de l'enseignant qui s'investissait dans le développement. Tu as complètement raison, complètement d'accord. Et c'est super que tu sois là. C'est super que tu sois là, que tu puisses représenter en tout cas cette Mais juste préciser, je vois très bien l'utilité du job de Laurent. Très bien. Ce que je vois moins bien, c'est comment les enseignants, comment les dirigeants voient la valeur ajoutée de ta mission. Tu vois, et c'est là-dessus que je voulais pointer, c'est sûr. Alors, je vais être dur dans ce que je dis, hein, mais pour moi, dans le tennis, on a 95% d'assistés.
Et moi, je pense que la problématique, elle est là par rapport à d'autres disciplines sportives. Désolé, Yannick. Et ça fait beaucoup, là. Je crois qu'on est vachement. On est dur, Ouais. les gars. Moi, heureusement que je suis gentil, moi. Je apporte de l'humour, hein, parce que sinon, les mecs, ils se barrent. Hein. Et moi, c'est vrai que sur le peu de temps que je suis en poste, Tarek, je pense que pour le moment, ma vision de valeur ajoutée, elle est plus côté direction de club que enseignant. Je pense qu'on est plus là pour interpeller le dirigeant sur la pertinence de faire un projet de développement. De toute façon, tu as raison, parce qu'on dit beaucoup, les enseignants, comme tu le disais, en plus avec tous ces C2, maintenant, ça commence à rentrer, ça va rentrer progressivement. Il y a toute une génération qui arrive, qui aura eu cette culture-là, au moins en formation. Ce n'est pas le cas forcément sur le BE. Mais il ne faut pas oublier que derrière, celui qui embauche, celui qui est aux manettes quand même de cette entreprise associative, comme le dit Corinne sur le chat, c'est le dirigeant bénévole. Et donc, c'est à lui de vraiment, c'est là où il va falloir vraiment faire un gros boulot de faire changer, qui change d'état d'esprit par rapport à ça et qu'ils aient les clés, qu'ils soient mieux formés, plus aptes sur ces sujets-là. Donc, c'est vraiment l'enjeu, c'est vrai. Je suis convaincu. Romain, tu as la main levée? Oui, je voulais parler justement du CED. Alors, je vais un peu cataloguer, hein, mais souvent, en tout cas dans mon département, les présidents qui sont là depuis très, très longtemps ne veulent pas l'aide du CED. Et généralement, dans ces clubs-là, c'est là où ça tourne le moins bien. Quand c'est un président jeune ou un président qui est âgé mais qui vient de devenir président, il n'hésite pas justement à demander l'intervention du CED. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué parce que souvent, voilà, il y a des présidents qui sont là depuis des années. Et le problème, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est qu'ils ne sont pas identifiés. Ils proposent les mêmes activités d'année en année. J'ai fait l'expérience dans un club, voilà, où en fait, c'est toujours la même animation et en fait, il ne se passe rien. Ça a marché en 82, mais en 2018, ça ne marche plus, quoi. Mais par contre, on l'a fait encore parce que voilà, il y a 5 enfants, mais ce n'est pas grave. On continue de la faire parce qu'on aime bien la faire. Et ça ne marche plus, ça, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment que le rôle du CED soit vraiment… Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas obliger le CED à intervenir dans les clubs, mais pourquoi pas avoir ad hoc avec des chiffres en rouge. Je disais à un autre live, c'est que dans ad hoc, c'est-à-dire qu'à année N+1, c'est qu'il y a des chiffres qui apparaissent en rouge et que le CED, justement, il a les chiffres. Et que du coup, une fois qu'il reçoit les chiffres, il demande je fais des visites de club, est-ce que vous serez intéressé justement pour que je vienne vous apporter deux, trois solutions par rapport à ces chiffres-là. Et après, le président va valider ou pas valider, mais je pense que ça peut être hyper intéressant. Moi, en tant qu'enseignant, j'aime bien, à la fin de l'année, voir mes chiffres. Moi, je perds un adhérent, je suis complètement dégoûté, quoi. Je le prends pour moi. Moi, si je donne cours et qu'il y a un enfant ou un adulte qui arrête, pour moi, c'est moi. Parce que je n'ai pas fait quelque chose, j'ai pas mis en place quelque chose individuel pour pouvoir le garder. Pour moi, c'est le terrain. Après, on analyse autrement, tu vois. On regarde si les animations ont plu, pas plu, pourquoi il est parti, etc. Mais moi, quand je perds un licencié, je suis dégoûté. Et pour en revenir tout à l'heure à ce que tu disais, nous, notre club, il est carrément identifié. Nous, il est éducatif et formateur. Et j'ai des gens qui font presque aller-retour 1 heure de trajet pour venir à 1 heure de cours. Parce qu'ils viennent pour la pédagogie. Et du coup, forcément, on crée des compétiteurs. Là, on est à 70% dans le club de compétiteurs. On sait que cette année, il n'y a que 13 licenciés qui ne prennent pas de cours sur 140, que 13. Et dedans, tu as des membres du bureau. Tu as certains, voilà, ils ne prennent pas de cours, mais c'est des membres du bureau. Mais on sait que ceux-là, on n'est pas bon dessus. Parce que déjà, on n'a qu'un terrain, mais on ne va pas aller faire du tennis loisir. Pour nous, le tennis loisir, ça ne sert à rien d'en faire parce qu'on n'est pas bon. Parce qu'on n'a pas les… Alors, moi, c'est quelque chose que je maîtrise moins. Le club, on n'a qu'un terrain, c'est quelque chose qui ne peut pas faire non plus. Donc, du coup, on va à fond sur l'éducatif et la formation. Et on crée des animations qui vont dans ce sens. Et à terme, le but, c'est d'avoir 2 terrains couverts en développement. Voilà. Et on fait marcher les partenaires dedans parce que quand on va chercher un partenaire, on arrive avec un dossier, avec ce qu'on met en place, ce qu'on a besoin, telle ou telle ressource. Et du coup, on fait vraiment une boucle avec enseignants, dirigeants, partenaires, CED. Et ça fonctionne plutôt bien. Oui, c'est clair. Ça marche super bien chez vous. Tarek, je te dis au revoir au nom de tout le monde. Merci de ta présence. Yannick, je vais te laisser rebondir et après on va conclure là.
Merci Romain pour le partage. Ouais. Écoute, pour rebondir, non, simplement rebondir sur peut-être encore ce que disait Laurent tout à l'heure sur leur rôle et sur les actions qu'ils proposent, etc. Moi, ce que j'entendais beaucoup, ce que j'entends encore d'ailleurs beaucoup, c'est que il y a pas mal de clubs en fait qui ont un petit peu assez d'entendre la messe sur les actions à mettre en place, etc. Alors peut-être aussi que ça a été toutes les actions, je pense à tout ce qui s'est passé sur l'éducatif, sur le cahier d'enseignant par exemple, où les cahiers d'enseignant changent tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça change, les objectifs changent. Je me rappelle, moi, à l'époque, quelques années après avoir passé le DE, on nous disait au mini-tennis, il faut mettre le paquet sur le service. On avait découpé la séance de mini-tennis en 3, avec le service à fond, au milieu de séance, etc. 2 ans après, on nous a mis un cahier d'enseignant qui avait changé, où ça avait disparu. 2 ans après, on a eu la Galaxy Tennis avec l'âge réel, et puis 2 ans après, etc., etc., etc. Et sur le développement, c'est un petit peu pareil. On a eu le pacte, on a eu il y a plein d'actions. Enfin, ça tombe d'en haut, relayé derrière par les livres des comités départementaux. Et comme disait Tarek, les clubs ne s'approprient pas la démarche de réflexion qu'il y a derrière l'action, en fait. Le pourquoi de l'action et comment dire, et comment on en est arrivé à la proposition de l'action. Et il y a plein d'actions qui ne correspondent pas aux spécificités des clubs et aux besoins. C'est exactement ce que disait Laurent tout à l'heure. Quand il y a une action qui est subventionnée par du tennis à l'école, des fois, ça ne correspond pas du tout aux besoins du club. Et à côté de ça, la Fédé, elle n'est pas détentrice de l'innovation, exactement ce qui de l'action, l'animation phare qui va forcément marcher dans votre club. Tous les clubs peuvent et doivent être force de proposition d'actions novatrices qui sont originales et adaptées à leur structure. Et pour ça, il faut avoir les clés et pas tout attendre de la Fédé. Tu vois. Et bien souvent, les clubs, en plus, ils en ont marre. Ils en ont marre de ce qui tombe d'en haut en nous disant il faut faire ça. Le match libre, ça a été formidable, le match libre, enfin, à mon sens. Hein. Le match libre dans le fait que maintenant, ça soit pour les 4e séries homologuées. Mais le match libre, franchement, entre nous, le match libre, c'est pas la Fédé ne vient pas de l'inventer. Le fait il y a des clubs, ça fait 15 ans qu'ils mettent le paquet sur la recherche de partenaires, sur encourager le match libre dans les écoles de tennis, etc., etc. Ils n'ont pas attendu la Fédé. Là, maintenant, c'est bien parce que maintenant, c'est homologué. Donc, c'est de la compétition, c'est de la compétition interne, etc. Mais des actions comme ça, ce que je veux dire, c'est que les clubs, il faut qu'ils soient force de proposition et qu'ils s'approprient leurs projets et leurs actions. C'est l'objectif. Ok, Yannick, c'est bon, tu nous as éteint. Merci. Désolé. Non, mais moi, de toute façon, je te suis, je vous suis, on est tous d'accord. Je pensais, ce dont parlait Yannick Tarek tout à l'heure sur le côté entrepreneurial des clubs, ça veut tout dire. C'est se bouger le cul pour son club. C'est pas attendre que, certes, il y a des choses qui fonctionnent comme nous partage, qui sont intéressantes, très bien. Mais déjà, les gens qui sont là aujourd'hui, on était une vingtaine, qui font la démarche de venir un matin se former, apprendre, ok, eux, je me dis, là, c'est sur la bonne voie. Parce qu'on fait les efforts pour se bouger. Et on n'attend pas qu'il y ait un truc qui tombe. On peut faire le parallèle avec plein de choses en politique et ce qu'on voit au quotidien. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va conclure sur ça. Sauf si vous avez des questions à poser à Yannick. Mais en tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents. Merci à ceux qui ont regardé le live en entier, en replay, qui sera disponible mercredi prochain. On va se retrouver dans les semaines à venir pour de nouveaux lives ensemble et de nouvelles propositions pour vous accompagner et vous aider dans les clubs sur ce domaine du développement avec Yannick et Tarek. Je pense que ça va vous plaire. Et tout à l'heure, on parlait de francophonie dans le chat. J'ai de nouvelles vidéos à vous présenter sur le site concernant la francophonie avec des personnes interviewées au Canada et en Suisse.
quand je parle de Suisse, il y a un lien avec Roger Federer. Donc, je pense que ça va vous plaire. Voilà. En tout cas, bonne journée et merci encore à tout le monde. J'ai hâte de repartir sur de nouvelles conceptions de live avec mes deux acolytes parce qu'à chaque fois, c'est vraiment un moment très intéressant et très enrichissant de créer pour vous aider. Voilà. Donc, merci beaucoup. Clément, une petite question pour terminer pour Laurent. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Clément. Je suis désolé. Tu m'as foutu en l'air la fin, putain. Elle était trop bien, tu as fait, Anthony. Eh oui, je m'améliore au fur et à mesure. Là, ce que j'ai lu de Romain, là, ça m'a donné une idée, en fait, parce que je sais que le CED donc, de mon département rencontre, on va dire, une fois par an environ mes dirigeants, mais je ne sais pas trop ce qui se passe dans ce rendez-vous, dans cette rencontre. Donc, je voulais savoir si les CED, eux, ont un rôle de définir le positionnement, puisqu'on en a parlé, de chaque club. Donc, c'est pour ça que je voulais profiter que Laurent soit là pour lui poser la question. Est-ce que toi, quand tu te déplaces dans le club, tu as comme mission de orienter chaque club, puisque toi, tu n'as essentiellement que des petits clubs, 300 ou 400 clubs. Est-ce que même s'ils sont toutes petites structures avec certainement des DE qui naviguent entre les différents clubs, j'imagine, est-ce que tu définis quand même un positionnement? Tu m'entends là? Ouais. En fait, on n'oriente pas, on essaie de faire comprendre par des chiffres, si tu veux, parce que nous, on n'a pas la prétention d'imposer quoi que ce soit ou de soumettre des choses incontournables, mais l'idée, là, je te prends l'exemple concret de la semaine dernière où j'étais dans un club qui est proche d'un club formateur. Et ce club vient de changer de dirigeant. Ces dirigeants veulent partir sur de la formation. Ils ont un terrain comme Romain. Ils sont 80 dans le club et ils ne parlent que d'équipes adultes, équipes jeunes, formation de jeunes qui existent déjà à côté. Donc, l'idée est un petit peu de leur faire comprendre qu'avant d'en arriver là, il y a peut-être des étapes à franchir. Et en fait, quand on va dans ces clubs-là, nous, en tant que CED, enfin, tout du moins moi, puis les Bretons sont formés de la même manière, on fait un mini UC1, UC2 avant de rendre visite au club. C'est-à-dire que quand on arrive au club, ce que disait tout à fait Yannick tout à l'heure, on se base sur des chiffres, sur des statistiques, sur des possibilités par rapport aux structures, par rapport à l'équipe pédagogique et l'équipe dirigeante. Et on essaye de leur faire comprendre que c'est la démarche qu'ils doivent avoir avant d'arriver sur leur envie, qui quelquefois, c'est sur un claquement de doigts, ils ont envie de faire ci, ils ont envie de faire ça, mais est-ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est adapté vraiment au club? Et l'idéal étant que dans ces entrevues ou sur ces rendez-vous, il y ait et les dirigeants et l'enseignant. En imaginant que tout se passe bien entre eux. Parce que moi, je suis complètement d'accord sur toutes ces possibilités uniquement par le fonctionnement d'un binôme dirigeant-enseignant ou dirigeant-équipe enseignante. Si à la base, il n'y a pas ça, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de cohésion, on a beau savoir quoi faire, ce ne sera pas possible dans la réalité du terrain. D'accord. Être coupé, Clément, pour qu'après, il y ait des échanges comme ça avec Laurent, moi, ça me va. Moi, ça me va. Ah, ça va. Par contre, je vais faire au montage, je ferai un copier-coller de ma fin. Non, mais si vous avez des questions, allez-y, s'il n'y a pas de souci. Ah, c'est bon, merci. Bon, je pourrais revenir, c'est cool. Ouais, c'est bon. Et sur les quiz aussi. Je fasse un quiz, putain. On est confiné chez moi à 18h, donc les quiz, quand tu veux, à 19h. Ah ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est bon. bon. À 18h, il fait nuit. Alors. Ouais, 18h, il fait nuit, c'est bon. Bon, allez. Bon, parfait. Bon, merci beaucoup tout le monde.